Bah, en tout cas, dans la manière de ce que ça réinstitue une forme de relation finalement qui est conventionnelle. Tout le monde. Eh, Désolée de vous entendre. merci. Est-ce que tout le monde voit? Allez, comment ça va? Armée de terre. Peux-tu le faire? Armée de terre. Peux-tu le faire? T'as regardé les comptes des réseaux sociaux de la police nationale aussi. Il y en a deux autres du coup. Les algorithmes après. Armée de terre. Peux-tu le faire? Armée de terre. Peux-tu le faire? Trouver du courage dans un monde où l'on met en doute sa force. Peut-être même qu'on met en doute son héroïsme. Au moins sa capacité à prendre sa vie en main. Réussir à trouver une prise. Se sentir capable. Et puis peut-être toucher à une vraie communauté. Sortir enfin de ce sentiment de solitude tenace. Avoir des amis. Sourire au coin du feu, dans une ambiance chaleureuse. Tout le monde s'accepte, on se comprend même. Sans avoir à parler. Nous sommes hommes du commun, d'un lien tissé. On sait discerner dans les gestes, dans les regards de ses pairs. Nous sommes connectés aux petites vibrations de chacun. Il n'y a pas de latence. Tout est directement senti. Il n'y a pas de peur d'être incompris. Il n'y a pas de peur d'être rejeté. Ici, c'est l'armée. On tient tous ensemble jusqu'au bout. On a un seul corps, on dit, on tient ensemble. Je peux compter sur mes amis, ils peuvent compter sur moi. Et puis voir le monde, tout ce qu'il a à offrir, c'est sûrement différent ailleurs. Ça doit réserver plein de surprises. Voyager en travaillant, c'est peut-être pas mal. C'est sûr que ça doit pas être de tout repos. On est loin de la famille, ça doit être un peu rude. Mais vivre une vie qui vaut le coup, ça se mérite. L'aventure, ça se mérite, si t'es prêt à l'accepter. J'en ai marre de mon travail, classer des papiers, ça sert à rien, c'est pas trop ce que je me serais imaginé enfant. Et là, peut-être que je pourrais retrouver du sens dans une action. Là, on défend des gens, on fait quelque chose de bien. Peux-tu le faire? Non, pas tu peux le faire. Pas un encouragement, mais un défi. Questionner la capacité. Ce qu'il faut pour piquer l'orgueil, offrir l'occasion pour s'affirmer, de prouver, de te distinguer des autres. Dans un autre spot de l'armée américaine, nommé Warriors Wanted, ce qui nous est mis en avant n'est pas tant un objectif, une portée noble de l'action. On nous dit « We fight for win ». Voilà un objectif vague. Gagner,
de manière générale, quoi. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Donc là où ça opère, c'est un petit peu ailleurs. C'est un niveau tout à fait individuel, plus identificatoire. C'est être brave, être courageux. Ça joue sur une image qu'on se fait de nous-mêmes. Un autre spot pour l'armée britannique, lui, tombe presque dans le développement personnel. Un soldat se balade dans une forme de désert, un lieu un petit peu aride, où il fait chaud, où c'est difficile d'avancer, où il a besoin d'une force mentale pour continuer. Et des gens apparaissent. Un homme extrêmement musclé apparaît à côté de lui et lui promet de devenir confiant en lui en 6 semaines, en suivant un programme. D'autres gens viennent en lui vantant de faire la fête, de trouver confiance dans ça. Et il exalte le fait de le refuser en proposant quelque chose de plus profond, l'armée, une confiance qui dure. Un autre spot américain a comme argumentaire: si tu es soldat, tu n'es pas comme les autres. Là, ça appuie sur le rejet des autres déjà là, une feuille de considération. C'est l'occasion de réparer ça, de dire tu n'es pas comme les autres. Sous-entendu, peut-être tu es un peu meilleur. Quand on y pense, c'est rigolo. Le soldat devient la figure de celui qui sort du rang. Je porte l'uniforme d'une vie pas uniforme, d'une campagne française de 2017. Nous sommes de ceux qui veulent vivre intensément. Ça, c'est rigolo parce qu'on aurait pu l'entendre ailleurs, je pense. Notamment dans des mouvements politiques de gauche qui se revendiquent de l'émancipation. D'une vidéo d'un régiment de paras, toujours solidaire, jamais solitaire. Et même un slogan presque religieux de salut, le corps meurt, l'âme demeure, dans une campagne de 2011. Mais il y a peut-être un petit problème dans ces images, vous vous en doutez. Et on va s'appuyer sur un extrait de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, de Walter Benjamin, qui évoque l'esthétique, le fascisme, et un texte de futuriste. Donc dans ce livre, Benjamin, à la fin, nous dit, c'est des extraits. Tous les efforts pour esthétiser la politique culminent en un seul point. Ce point est la guerre. La guerre, et la guerre seule, permet de fournir un but au plus grand mouvement de masse, sans toucher cependant au statut de la propriété. Voilà comment les choses peuvent se traduire en langage politique. En langage technique, on les formulera ainsi. Seule la guerre permet de mobiliser tous les moyens techniques du temps présent, sans rien changer au régime de la propriété. Il va de soi que le fascisme, sa glorification de la guerre, n'use pas de ses arguments. Il est cependant fort instructif de jeter un coup d'œil sur les textes qui servent à cette glorification. Dans le manifeste de Marinetti sur la guerre d'Éthiopie, nous lisons en effet, donc là c'est Marinetti qui parle dans le manifeste, « Depuis 27 ans, nous autres futuristes, nous nous élevons contre l'idée que la guerre serait anti-esthétique. C'est pourquoi nous affirmons ceci. La guerre est belle, parce que grâce aux masques à gaz, aux terrifiants mégaphones, aux lance-flammes et aux petits chars d'assaut, elle fonde la souveraineté de l'homme sur la machine subjuguée. La guerre est belle parce qu'elle réalise pour la première fois le rêve d'un homme au corps métallique. La guerre est belle parce qu'elle enrichit un pré en fleurs des orchidées flamboyantes qui sont les mitrailleuses. La guerre est belle parce qu'elle rassemble pour en faire une symphonie la fusillade, les canonnades, les suspensions de tir, les parfums et les odeurs de décomposition. La guerre est belle parce qu'elle crée des nouvelles architectures, comme celle des grands chars, des escadres aériennes et des formes aux formes géométriques, des spirales de fumée montant des villages incendiés et bien d'autres encore. Écrivains et artistes futuristes, rappelez-vous ces principes de fondement d'une esthétique de guerre, pour que soit ainsi éclairé votre combat pour une nouvelle poésie et une nouvelle sculpture. Et Benjamin conclut: Fiat ars pereat mundus. C'est le détournement d'une locution latine qui, là, en l'occurrence, veut dire que vive l'art et périra le monde, enfin, et que périsse le monde. Tel est le mot d'ordre du fascisme,
qui, Marinetti le reconnaît, attend de la guerre la satisfaction artistique d'une perception sensible, modifiée par la technique. C'est là évidemment la parfaite réalisation de l'art pour l'art. Au temps d'Homère, l'humanité s'offrait en spectacle des dieux de l'Olympe. Elle s'est faite maintenant son propre spectacle. Elle est devenue assez étrangère à elle-même pour réussir à vivre sa propre destruction comme une jouissance esthétique de premier ordre. Voilà quelle esthétisation de la politique pratique le fascisme. La réponse du communisme est de politiser l'art. Donc quand Benjamin appelle contre l'esthétisation de la politique à la politisation de l'art, l'interprétation qu'on peut faire de cette phrase, je crois, reste assez ouverte, et en tout cas c'est comme ça qu'il me semble le plus intéressant de l'apprendre. Qu'est-ce qu'on entend par la politisation de l'art? Là c'est délicat. Benjamin, il évoque l'art pour l'art, c'est un mouvement du XXe siècle qui postule face au romantisme, au réalisme socialisme aussi, qui prennent l'art dans un engagement plus large, avoir une portée, même un objectif moral. Il postule l'art comme fin en soi, qui met en valeur l'inutilité de l'art, l'érige en principe. Donc c'est dire, l'art ne sert pas à quelque chose, le poème est un poème pour lui-même, et donc c'est une conception de l'art comme étant un régime autonome. Et donc face à ça, je crois que ce qui oppose Benjamin par l'expression la politisation de l'art, ce que j'y vois, et en tout cas ce que je vais essayer de développer ici, c'est un replacement de l'art dans une économie qui est plus générale. Et si l'art est restitué dans une économie plus générale, eh bien tout d'un coup, l'artiste forcément a une certaine responsabilité, auquel je crois il faut le renvoyer. Et ça, je pense que c'est important. Il va s'agir ici de tenter de clarifier un petit peu quelle est cette responsabilité. Pourquoi ça me semble important, un petit encart, cette responsabilité? Là, je parle aussi, pas seulement du côté de la critique, mais aussi un petit peu du côté de la création. Pour évoquer brièvement d'où je parle, j'ai la plupart de mon temps est dédié à une activité, un travail de fiction, d'auteur et de dessinateur, donc aussi de représentation. Et j'ai l'impression que parfois vient se rejouer une opposition un petit peu dans ce champ-là entre une revendication de l'autonomie de l'art, donc une sorte de mise sous tutelle de l'art pour une morale, et face à ça, une sorte d'opposition de gens qui disent on fait ce qu'on veut, on a une licence politique, donc en fait qui dénient toute forme de responsabilité. Et qui du coup parfois même parfois peuvent se permettre de se poser un petit peu en héros de la transgression, étant donné qu'on les laisserait pas faire ce qu'ils veulent. C'est quand même un questionnement étonnant, puisque ça pose un peu la question du point de vue du droit, et ça me semble peut-être intéressant de reposer la question plutôt du côté de l'éthique, de création, et aussi du point de vue critique. Donc bon, si on revient à nos spots de recrutement pour l'armée, ils datent de cette année, donc ils sont très, très récents. Il y a quand même un petit problème dans ces images. Est-ce que c'est ça la guerre? On peut quand même peut-être se dire que c'est un petit peu mensonger. Mais est-ce que c'est faux ce qu'on nous a montré? Mais en fait, je crois qu'il faut distinguer, certes, il y a de l'invention manifeste. Je ne vous ai pas montré, mais le clip américain Warriors Wanted, c'est pas seulement exagéré, c'est presque mensonger dans le sens où on a des soldats hollywoodiens. Là, on peut dire peut-être qu'on tombe dans le mensonge, mais mettons ça peut-être de côté pour un temps. Je pense qu'il y a aussi une autre part qui je crois est bien réelle, et que j'essayais un petit peu de décrire au début, et je pense qu'il faut prendre au sérieux. Je crois que la camaraderie, le sentiment d'appartenance, l'impression d'aventure, peut-être pas autant que promis, mais quand même, je pense existent vraiment, et je pense peuvent être vraiment des expériences qui sont faites à l'armée notamment. Mais alors, c'est quoi le souci? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là on n'a vu que 3 spots, j'en ai vu un peu plus pour la préparation. Il y avait toujours un point commun, c'est que dans ces images, les ennemis n'apparaissent pas. Et donc, en fait,
tous ces spots publicitaires, peut-être que la question, c'est qu'ils occultent toute une partie de l'expérience. Les ennemis n'apparaissent pas. Et c'est ce qui les rend mensongers. Si on reprend l'exemple de Benjamin, s'il y a une esthétisation possible de la guerre, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que s'il y a une esthétisation possible de la guerre, c'est peut-être qu'elle a quelque chose de beau. Et ce point-là, je crois que c'est très important. C'est cela qu'il ne faut pas nier, je crois. Je pense qu'on peut jouir de l'effroi de la puissance machinique, de sa superbe, de la vengeance, de la virilité. Qui oserait le nier? Et je crois que c'est de ce réalisme-là qu'il faut partir. Si les mouvements masculinistes prennent, c'est qu'ils ont un contenu de désir positif. Qui oserait dire que les gens d'extrême droite ne rêvent pas? Bien sûr qu'ils rêvent. Mais alors si on reprend l'exemple de Benjamin, l'exemple du char et des orchidées, quel est le problème? Si on admet que la guerre a dans son contenu du beau, je crois qu'il faut refuser d'entendre par esthétisation d'une chose ou d'une autre une opération fabriquée, irréelle, illusoire, mais plutôt constater le contenu de jouissance de ces divers éléments. Le masculiniste, qu'est-ce qu'il ressent quand il s'identifie à une figure virile? Quel est son rêve? À quoi il répond? Et donc, où il répond aussi quelque part, qu'avons-nous d'autre à proposer? Alors quel est le problème du point de vue de la représentation, du point de vue d'une éthique de l'autoriste qui représente? Le problème ici, il est assez simple, il est assez évident, c'est que la guerre, ce n'est pas que des belles machines ou un soldat qui se fait du bien en extériorisant sa colère, qui se sent brave et qui dépasse ses peurs. C'est que la guerre, c'est essentiellement autre chose. Ce n'est pas de dire qu'un désir ou un autre est immoral. L'affection n'est pas là pour dire la morale, mais pour expliquer verticalement ce qui est bien, ce qui ne l'est pas au spectateur, au lecteur. Mais c'est de dire dans sa représentation... Mais c'est de dire que dans sa représentation du monde, donc ces spots de pub et ces représentations dont on parle, de la guerre, que dans leur représentation du monde, elles sont incomplètes. Si incomplètes qu'elles sont mensongères. Ou du moins, dans ce cas précis, inacceptablement tronquées. Exalter la beauté physique, par exemple dans des spots de pub, là pour le coup, la division sexiste est assez claire, c'est surtout du côté féminin, sans mentionner le poids de l'injonction de genre à aller vers cette beauté et toutes les normes, etc. qui vont avec. Phénomène bien plus massif que le premier, c'est occulté tellement que peut-être qu'on tombe dans le mensonge. Exalter la jeunesse, associer le désir le désir pour quelqu'un à la jeunesse, c'est faire oublier toute la beauté d'un visage plus âgé et d'un corps marqué par le temps. Mais pour autant, il me semble que la représentation ici, elle peut entamer une opération contraire. Elle peut aussi faire sentir, laisser de la place pour pouvoir sentir ce que le corps qui a vécu a de beau. Donc on va essayer, dans la suite, d'essayer de penser un petit peu les implications théoriques de ce critère de complétude, de voir ce que ça permet et de voir aussi un petit peu peut-être là où ça résiste et là où c'est peut-être un peu plus difficile. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc on a parlé de complétude. Mais l'auteur, l'auteuriste, n'est peut-être pas dans une position où elle peut tout représenter. Un choix doit être effectué. Champ ou hors-champ, durée d'un plan, niveau de précision d'une description, illusion d'éléments. La représentation opère une sélection dans le réel, que ce soit un réel des récits ou réel capté. Ce choix, pour l'auteur, est impératif, en raison de la finitude de l'œuvre. C'est donc, à mon sens, aussi une question éthique du point de vue de la création. Que sélectionner ou faire se terminer le cadre? Si l'on considère le mensonge comme incomplétude, pas seulement comme ça, mais aussi comme incomplétude, ça pose un sérieux souci. L'œuvre étant matériellement finie et limitée, 400 pages d'un roman, 2 heures d'un film, 200 pages d'une bande dessinée, comment espérer prétendre à une certaine complétude? Et pour autant, j'ai envie d'essayer de voir comment ça peut résister un petit peu plus, de poser cette hypothèse de complétude comme un horizon de vérité dans la fiction. Alors du coup, peut-être aussi, ça implique de se dire,
la fiction, c'est la tentative de complétude dans un univers au volume restreint. Donc c'est presque un idéal qui est raté d'avance. Et en même temps, je pense qu'on peut peut-être le poursuivre, qu'on peut essayer de défendre cet axe. Et on va voir à partir de problèmes très très concrets comment on peut éventuellement s'en sortir. Dans un entretien, Geoffroy de Laganneri, qui à ce moment-là venait de sortir un livre avec Assa Traoré, dont le frère Adama avait été tué par la police, et à ce moment-là il y avait un mouvement social, enfin un mouvement politique important pour revendiquer la justice et pour dénoncer l'institution policière et ce qu'elle produit. Donc, dans un moment de mobilisation importante, il décrit ce qui se passe à ce moment comme un centre. Et c'est aussi comme ça qu'il étaye le fait d'avoir décidé de prendre ce parti, de faire un livre avec Assa Traoré et de prendre ce sujet à corps. L'idée que j'ai entendue, moi, dans cette idée de centre, c'est de se dire qu'il y a des moments, il y a des points de croisement dans l'époque, dans des moments historiques, où beaucoup de choses, ou en tout cas on peut postuler que tout peut s'y situer. Ici, la gestion des populations dans les quartiers, la question du colonialisme, du post-colonialisme, la question de l'institution policière, la question de la justice, et tout un autre tas de questions. Et que du coup, en allant sur ce point précis, en fait, ça soulevait quelque chose de plus large. En tout cas, c'était un centre, quoi. Je trouve que cette idée, elle est intéressante. Et donc à ce moment-là, on a une piste peut-être pour essayer de concilier un tout petit peu finitude et complétude. Dans des situations, et c'est justement ce qu'on fait quand on raconte des histoires, on sélectionne des situations. Le procès Pellico, ça me semble aussi être un exemple intéressant de ça, de se dire, c'est un point de croisement assez exhaustif de comment peuvent être opérées certaines violences, comment elles vont être défendues, à ce moment-là, quelle est la sphère du disciple sur le sujet, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas en dire, etc. Donc ça, à mon sens, ça semble être une piste intéressante aussi, du point de vue de l'éthique de la création, quand on essaie de chercher des situations. Quelque chose d'autre qui me semble important aussi, du coup, c'est de pouvoir avoir une certaine honnêteté vis-à-vis que l'œuvre puisse avoir une certaine honnêteté vis-à-vis de sa limite. Qu'elle puisse exhiber sa limite, son trou et son incomplétude. Ne pas prétendre être complète quand elle ne l'est pas. Là, je vais prendre un exemple de Sundown, un film de Michel Franco, sorti il y a 3-4 ans, où on nous présente un homme assez riche qui est en vacances en Amérique du Sud, je crois au Mexique, je ne me souviens plus bien. Et donc on présente dans un monde, celui du tourisme, avec sa cohérence, qui nous semble dans sa première lecture pacifié et assez harmonieux finalement. Mais nous vient, dans le premier tiers du film, une image alors qu'il est en train de boire une bière sur la plage, dans un rapport assez harmonieux avec les populations locales, enfin les gens qui habitent ici. On voit 2 soldats passer sur la plage, en treillis, dans une indifférence assez générale, donc on peut se dire que c'est assez habituel, et qui passent dans le champ comme ça, derrière, sans qu'on s'arrête tant que ça plus sur ça. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mais à ce moment-là, on comprend qu'il y a quelque chose qui dissonne un petit peu. On se dit, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, quoi. Peut-être que tout n'est pas si pacifié, quoi. C'est un petit peu développé ensuite dans le film, mais même si ça n'avait pas été développé, ça me semble être un geste intéressant qui permet de faire dissonner et qui permet d'exhiber un petit peu que il y a une incomplétude, il y a autre chose, il y a un trou et il y a une limite, quoi. Une autre opération qui me semble intéressante de ce côté-là, ce sont les narrateurs non fiables. Quand, du coup plutôt en littérature, on va prendre un exemple littéraire, un narrateur, une narratrice parle à la première personne et qu'à la lecture, on commence à douter de sa parole, on commence à douter de son exposition des faits.
Je vais prendre un exemple, c'est celui du Loup des Steppes d'Hermanès, qui commence par une fausse note de l'éditeur, donc qui est écrite par Hermanès, mais qui commence avec une note de l'éditeur, absolument fictive, qui aurait retrouvé le manuscrit qu'on aurait à lire ensuite. C'est le rappel à la lecture ensuite d'un manuscrit écrit à la première personne, de la possibilité de prendre à revers les paroles, une parole subjective, à la première personne. Ou implicitement, ou plus discrètement, dans des signes d'incohérence du discours, on peut aussi faire apparaître cette limite. Si on sent que dans ce discours à la première personne, il y a des choses qui ne tiennent pas vraiment ensemble, on peut commencer à se mettre à douter, et donc soi-même questionner cette cohérence et voir peut-être les limites qui sont dedans. Et questionner la représentation qui nous est faite. L'opération ici, c'est nous faire apparaître la partialité d'une personne qui raconte, en laissant voir des incohérences. Et donc ici, il n'y a plus que des signes de perception, plus d'accès direct à la réalité. Donc ça, c'est une rengaine philosophique ancienne. Et je crois que le narrateur non fiable, c'est la mise en pratique de cet adage du point de vue littéraire. Et attention, l'opération ici, ce n'est pas de dire ce que dit le narrateur est faux, mais c'est de dire il faut trouver ce qui tient. Et comment on fait pour y arriver? On examine la cohérence des propos et on arrive à voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se loge derrière ces incohérences, qu'est-ce que disent aussi positivement ces incohérences. Le geste philosophique qui y correspond, c'est pas de dire le réel disparaît parce qu'il y a de la subjectivité, mais c'est de dire en s'intéressant aux conditions de la perception, on retrace, comme en remontant la rivière, la piste jusqu'à l'objet lui-même, donc le réel. Mais donc ne pas se leurrer qu'il y a de la subjectivité, et que donc pour arriver au réel, il faut démêler, il faut enquêter un petit peu. Et montrer l'incohérence, ça permet de rappeler que c'est important de le faire. Donc ça me semble un principe important. Suggérer le doute, rappeler l'incomplétude, qui sera toujours là. Bon, mais sur la question, on revient un petit peu plus à la question de la complétude, comme critère, comme hypothèse esthétique. Je pense que, et vis-à-vis de la question de la finitude, je pense qu'il y a une autre manière, au niveau critique, de considérer la question de la complétude. Une possibilité, il me semble, c'est d'élargir le périmètre du corpus dont on considère la complétude. C'est de dire, on ne considère pas l'œuvre seulement seule, de manière autonome du coup, mais on la considère comme une part d'un ensemble d'œuvres qui circulent dans un contexte donné, historique, et que cette œuvre dialogue avec un ensemble de mythes et d'une doxa. Un exemple que je vais prendre, c'est celui de Bac Nord, qui est sorti en 2020. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film grand public français inspiré d'une histoire vraie, où des policiers de la BAC se retrouvent, donc de la BAC Nord de Marseille, se retrouvent à dépasser le cadre de leur fonction en l'espèce de ce qui sera qualifié de racket et de revente de stupéfiants. Le film il porte un narratif de policiers empêchés par une hiérarchie d'agir dans une action présentée comme toujours bien fondée face à des acteurs du trafic qui sont brutaux et assez sauvages. Bon, il y a plein de problèmes dans ce film par tout ce qu'il occulte, mais je crois qu'un des angles critiques intéressants à avoir sur le film, qui est lié aux questions qu'on traite un petit peu ici de complétude, c'est de dire que son narratif, que l'on estime qu'il montre, enfin, que ce qu'il montre, qu'on estime que ce soit vrai ou pas, il n'apporte rien, précisément parce qu'il épouse celui qui circule déjà majoritairement sur la question. Ça me semble être un axe critique intéressant. Un autre cas, c'est celui d'Althusser. Donc c'est un philosophe, professeur à Normal Sup,
qui me corrige, mais je crois dans les années entre 60, 70, 80, etc., à cette période-là, qui a commis un féminicide, qui a tué sa femme. Moi, je ne le savais pas, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui ensuite, plus tard, et donc il y a eu un jugement, il a été jugé irresponsable, psychiatriquement. Donc il me semble qu'il n'a pas été en prison ni quoi que ce soit. Mais plus tard, il a écrit un livre pour raconter ça, pour raconter ce qui a pu mener à ça, donc sa version, en un sens. Et François Dupudéry, en parlant de ce sujet-là, formule un problème. Il dit, indépendamment du contenu interne du livre d'Althusser, qu'il soit juste ou pas, admettons du coup, peut-être qu'il puisse être juste. Pourquoi pas, dans son contenu? Peut-être qu'il peut y avoir un souci qui vient ailleurs. Et c'est un souci qui revient beaucoup dans la question du traitement des violences sexistes et sexuelles, la question du témoignage, etc. C'est que, en prenant de la place avec ce livre, il occulte une autre parole, qui est celle, en l'occurrence, de la victime. Et donc là, le problème, il est un petit peu autre. C'est aussi de prendre en compte que le fait que une parole peut aussi en occulter une autre et prendre de la place. Donc si on prend une œuvre dans son rapport à un corpus d'œuvres déjà présentes, à des énoncés qui circulent dans une époque donnée, on mobilise aussi une autre catégorie qui est celle du dissensus. Une œuvre, une intervention, elle n'intervient pas en étant un point d'origine, elle vient à la suite d'eux. Et là, un critère qui émerge, c'est à quel point une œuvre vient déjouer un attendu de représentation. Aussi, il est absolument nécessaire de considérer dans une perspective critique qu'il y a des représentations qui sont plus ou moins hégémoniques. Et comme le dit Rancière dans le partage du sensible, la politique porte sur ce qu'on voit et ce qu'on peut en dire. Là, ce qu'on dit, c'est plutôt du point de vue critique, mais si on se place du point de vue de la création, il y a aussi une proposition positive qui se dessine. Si on prend la question politique de l'inceste, qui est totalement traversée par la question de la représentation, une résistance très forte au changement, qui tient d'abord à la prise en considération du problème, tient elle-même sur une image d'abord impossible à considérer. Celle d'un parent, apparemment bon parent, parce que ça, les personnes identifiées comme déviantes, il n'y a plus de problème à ce qu'on arrive à les imaginer commettre l'inceste, qu'un parent normal puisse incester un enfant. Le montrer, dans une fiction ou autre, le représenter, c'est déjà un geste fort, c'est déjà imaginer que ça puisse exister. C'est ouvrir une autre représentation collective possible. Et c'est important. Donc là, ça induit aussi une certaine manière de considérer le problème. Par contre, en l'occurrence, une histoire pourra être toujours renvoyée au fait que c'est juste une histoire. Donc là, en l'occurrence, on pourra dire que c'est une exception peut-être, mais là, en l'occurrence, c'est peut-être aussi d'abord imaginer que c'est possible et ensuite étayer par des travaux plus sociologiques, plus étayés, que c'est quelque chose de plus généralisé. Et donc là, en l'occurrence, du point de vue de l'éthique de la représentation et de la création, c'est aussi une proposition positive. De montrer quelque chose qui n'a pas été vu, qui est révélé, ça fait advenir une possibilité de reconnaissance et de considération. Parce qu'il y a un dissensus par rapport à des représentations collectives déjà là.
donc, ça nous amène aussi à la question des représentations collectives et un de ces problèmes. Un des problèmes des représentations collectives partagées, c'est qu'elles n'opèrent pas forcément leur oppression en disant « tu dois être comme ça ». Mais il dit « ça ne peut être comme ça », puisqu'il ne montre que ça. Moi, je crois vraiment que ça marche comme ça, la représentation. Je crois qu'on ne fait pas vraiment quelque chose si on n'a pas un petit peu, quelque part, l'exemple avant nous, quelque part, d'une certaine manière. Et je crois qu'il faut avoir un petit peu l'humilité de se dire ça. Et donc, la représentation dit en creux, si c'est toujours comme ça, c'est qu'il n'est sûrement pas possible qu'il en soit autrement. Je ne sais pas si vous saisissez un petit peu ce que j'essaie de dire là, c'est-à-dire un exemple qui est un peu plus clair sur ça, c'est par exemple les politiques pour encourager les jeunes filles à aller faire de la science, par exemple, en école primaire, au collège, au lycée, se disent, bon, bah, on a un problème, par exemple, on n'a que des garçons dans les filières scientifiques, comment on fait pour que d'autres gens puissent avoir envie ou puissent aller dans ces filières? Un problème, c'est évidemment une question de représentation, qui est aussi soulevée par le féminisme, qui veut dire, bah, effectivement, il y a un certain type de... Il n'y a jamais certaines représentations possibles dans le cinéma de femmes dans certaines situations, par exemple sur la question des sciences. Et donc une réponse de ces politiques-là, c'est de dire il faut montrer que c'est possible. Donc on montre des cas, et les gens donc peuvent peut-être se l'imaginer et y aller. Donc là, ça pose un problème un petit peu de fond vis-à-vis de la fiction et du descriptif. C'est de se demander finalement quelle est un petit peu sa place, la fiction. Et la représentation. Si on lui demande d'être représentatif, dans le sens, ici je l'entends, de montrer le général, au prétexte critique qui est celui-ci, ne pas trop parler d'exception en se disant qu'il pourrait peut-être occulter l'expérience commune. Un exemple de ça, c'est, je sais pas, de dire... c'était pas le meilleur exemple, mais montrer un film de success story, on pourrait dire c'est pas impossible, ça peut exister, mais ça occulte l'expérience commune. Parce que c'est un cas et l'expérience commune, ce n'est pas ça. Ce n'est pas gagner au loto ou quelque chose de similaire. Voilà, ça peut donner l'impression qu'il n'y a que ça qui est possible, et donc le reproduire. Mais en même temps, la représentation, si elle propose du possible, on peut l'accuser donc de faire croire, de mentir, de passer sous silence une réalité. Une utopie trop naïve, on pourrait argumenter contre elle, de dire bon super, c'est juste du rêve, c'est pas fondé sur quoi que ce soit de réel. Donc ça libère pas tant que ça du possible, ça nous fait croire quelque chose, mais en fait c'est pas possible, donc ça n'a pas tant que ça de valeur. Et donc là ça pose la question de comment on essaie dans la représentation de penser du possible sans que ce soit simplement de l'irréel, donc en un sens finalement de l'impossible. Et je pense qu'une des pistes pour ça, c'est de se dire que d'aller chercher du possible dans du déjà là. Qui n'est pas forcément étendu et qui est passé sous silence. Donc ça ouvre aussi une voie positive du point de vue de la représentation et du point de vue de l'éthique de la création. Un exemple, là pour le coup plutôt en anthropologie, c'est le travail de Philippe Descola qui, dans Part de la nature et culture, fait état de, et dans son travail aussi plus généralement, fait état d'autres rapports au vivant chez les Achuar en Amazonie. Et qui donc montre que concrètement, il n'y a pas non seulement du possible qui est rêvé ou complètement fantasmé, mais il y a une autre organisation sociale qui est déjà là ailleurs, et donc ça fait jouer ce discours joue contre un autre discours qui est de dire notre organisation sociale, elle est nécessaire. Il n'y a rien d'autre qui est possible. Ça c'est le Taina, le there is no alternative de Thatcher. Il n'y a pas d'alternative. Donc ce geste-là, il est fort, de dire, regardez, là, tout de suite, quelque part,
On ne le sait pas forcément, mais il y a d'autres organisations de société qui sont possibles et qui sont effectives. Et donc ça ouvre quelque chose. Qui ne soit pas complètement de l'irréel et qui n'occulte pas non plus une expérience commune. Donc l'opération du pouvoir, je pense que ce qui est important de dire peut-être, c'est que l'opération du pouvoir, c'est de sélectionner dans le réel un type précis pour le valoriser et rendre ce désir un petit peu hégémonique. Et face à ça, la contre-opération, c'est de montrer à quel point ce désir est contingent, c'est-à-dire il pourrait ne pas être, et la preuve, on le montre, on montre qu'il en est autrement, quelque part, à des endroits, à des points précis, et donc une possibilité et qu'il y a des possibilités parmi tant d'autres. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est celui des bibliothèques. On l'oublie parfois, mais on a un fonctionnement qui fait que tout le monde peut accéder à des livres gratuitement. C'est assez communiste en un sens, je pense. C'est déjà là. Et c'est un geste qui, je crois, permet de pouvoir envisager de désirer autrement la vie, son rapport aux autres, son image sociale, etc. Donc je pense que ça permet aussi de dégager un petit peu des axes du point de vue de l'éthique de la création et de qu'est-ce qu'on peut faire avec la représentation.